Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le ministre délégué chargé des comptes publics, en gros le ministre du budget. Encore un psychodrame hier. Je refuse de commencer cette interview par un nouveau psychodrame. Je vous préviens tout de suite, vous vous arrêtez pas. Tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand je reçois LFI, c'est ceux qui bordélisent le pays de votre côté. Quand je reçois un ministre du gouvernement, je me dis qu'il y a son confrère qui a fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Donc on va en parler. Mais on ne commencera pas par ça, Gabriel Attal. On va d'abord commencer par le fond. Cette réforme des retraites. Mais quand on regarde le fond, on se demande si ça vaut vraiment la peine de braquer tout le pays. Parce que l'objectif de cette réforme, c'était de trouver l'équilibre. Les comptes publics, c'est vous, et de trouver l'équilibre en 2030. Et en l'état, si je comprends bien et si je fais les comptes, c'est fichu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de braquer tout le pays pour un équilibre que vous ne trouverez pas? D'abord, l'objectif, c'est ce qu'il y a derrière l'équilibre. L'équilibre en soi, c'est le plus important. C'est le fait qu'au début des années 2000, vous aviez 12 millions de pensions de retraite à payer chaque mois. Et que dans les années à venir, il y en aura 20 millions, parce qu'on vit plus longtemps. C'est un quasi-doublement du nombre de retraités dont il faut payer la pension en une génération. Et que si on veut pouvoir continuer à payer les pensions, il faut une réforme. Et donc, il faut atteindre l'équilibre pour payer les pensions. Moi, je ne veux pas que dans les années à venir, on ait un gros problème pour payer les pensions de nos retraités. C'est ce qui se passerait sans réforme. C'est précisément votre justification. J'ai refait les comptes. Au début de la présentation de cette réforme des retraites, vous nous promettiez un excédent de 4,2 milliards d'euros en 2030. Mais depuis, vous avez fait un certain nombre de concessions, vous avez ajourné. Et finalement, on se retrouve avec un déficit de 300 millions d'euros en 2030. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de braquer le pays? Alors, je vous repose la question. Le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale, qui est passé au Sénat, c'est un texte d'équilibre en 2030. Ensuite, vous avez une discussion au Sénat. Donc, on est déjà passé d'excédent à équilibre. On est à un excédent, je crois que le texte qui est passé de l'Assemblée au Sénat, il y a un excédent autour de 200 millions d'euros. Donc, vous avez perdu 5 milliards entre les deux. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir payer les pensions de retraite, d'être à l'équilibre. Ensuite, vous avez une discussion au Sénat. Le Sénat a adopté plusieurs amendements, certains avec lesquels on n'est pas en accord. Moi, j'ai eu l'occasion de donner un avis défavorable à un amendement, notamment qui coûte 800 millions d'euros. Qui était celui sur le CDI senior. Absolument. Maintenant, la discussion va se poursuivre au Sénat et on verra, à l'issue de l'examen au Sénat, quel sera l'équilibre budgétaire. Et puis ensuite, la discussion parlementaire va se poursuivre. Moi, je le redis, l'objectif de pouvoir payer les pensions de retraite à bientôt 30 millions de retraités, c'est un objectif dont on ne dérogera pas, Apolline de Malherbe. Si dans quelques années... Vous ne dérogerez pas de cet objectif, vous y dérogez déjà. Bien sûr que non. Ça serait peut-être facile, entre guillemets, aujourd'hui, vis-à-vis de certains, de dire finalement, c'est pas très grave. Mais enfin, dans quelques années, qu'est-ce qu'on se dira si on se retrouve à devoir payer les pensions, à baisser les pensions de retraite, parce que, encore une fois, on a un nombre de retraités dont il faut payer la pension qui a doublé sur une génération. Si on doit baisser les pensions de retraite dans quelques années, qu'est-ce que les gens diront à ceux qui étaient aux responsabilités comme moi aujourd'hui? Vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités. Et ça, moi, je le refuse. Gabriel Attal, si on fait bien les comptes, et j'imagine que vous tenez la calculette, on est bien d'accord qu'au moment où on se parle et en l'état d'évolution du texte de la réforme, vous avez bien perdu 5 milliards. Mais c'est pas 5 milliards, mais ce qui est sûr, c'est que vous étiez à plus 4,2 milliards, vous êtes à moins 300. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des amendements qui ont été adoptés. Donc vous avez perdu 4,5 milliards. Il y a des amendements qui ont été adoptés au Sénat. Il faut regarder à la fin de l'examen du texte, parce que vous avez peut-être d'autres amendements qui seront votés. Ce qui est certain, c'est que il faut pas qu'on s'éloigne de cet objectif d'équilibre. Donc, encore une fois, on veut pas déroger. Donc il y a des points que vous avez retoqués. Vous avez donc, vous allez et vous retoquerez cette idée de CDI senior qui avait été donc proposée par le Sénat. Vous avez estimé que ça coûtait 800 millions d'euros. Mais indépendamment du fait que ça coûte... si ça permettait vraiment d'embaucher des seniors, c'est peut-être un peu dommage de passer à côté, non? C'est quoi le CDI senior, la proposition? Moi, j'entends d'abord le fait qu'il faut prendre des mesures pour inciter à l'emploi de seniors. Ils disent, on fait un CDI spécial où à partir de 60 ans, quand vous êtes donc senior à partir de 60 ans, votre patron paye moins de cotisations patronales pour vous embaucher et pour vous faire travailler. Moi, j'ai toujours un doute sur les baisses de cotisations liées à un âge. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on adoptait cette mesure pour les gens qui ont 57, 58, ça déjà pour les 59 ans? Non, vous avez des exonérations aujourd'hui de cotisations qui sont liées à un type de contrat ou à un type de rémunération. Et notamment au niveau du SMIC. Donc on dit souvent que c'est les jeunes parce qu'il y a plus de jeunes qui travaillent au SMIC, mais c'est lié à un type de rémunération. On appelle ça le CDI jeune quand même. Non, on n'appelle pas ça comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon pour les gens qui ont 57, 58, 59 ans? Ils vont aller dans une entreprise pour présenter une candidature et l'entreprise va leur dire revenez dans quelques années puisque quand vous aurez 60 ans, ça me coûtera moins cher de vous recruter. Et donc le risque, c'est qu'on décale le problème. Et c'est qu'il y ait des personnes qui aient au-dessus de 55 ans, entre 55 et 60 ans, qui aient des difficultés pour être recrutées parce que à partir de 60 ans,
il y a une baisse de cotisation. Donc vous voyez, je pense que l'enjeu, c'est pas uniquement de regarder si une mesure coûte, c'est de regarder si la mesure serait efficace. On a présenté d'autres mesures pour l'emploi des seniors, il va y avoir d'autres discussions sur le sujet dans l'examen du texte. Qui ne sont pas très contraignantes. Il faut qu'on regarde tout sans tabou. Moi, je le dis de manière très claire. Maintenant, la discussion va se poursuivre. Gabriel Attal, dans les discussions au Sénat qui se sont terminées tard dans la nuit, 3h30 du matin, levé des débats au Sénat. Ils ont encore jusqu'à la fin de la semaine. Il y a eu notamment Bruno Retailleau, le chef des sénateurs LR, qui veut augmenter la durée de résidence annuelle sur le sol français pour pouvoir toucher le minimum vieillesse. En gros, aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse, il faut être 6 mois et 1 jour sur le sol français dans l'année. Lui, il veut augmenter à 9 mois. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, moi, j'y suis favorable et on donnera un avis favorable à cet amendement. Et d'ailleurs, je travaille sur un plan de lutte contre les fraudes fiscales, fraude sociale, fraude douanière. Et je travaille à augmenter la durée de résidence sur le sol français pour l'ensemble des minima sociaux et des allocations sociales. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, il faut passer 6 mois en France. Pour toucher les APL, il faut passer 8 mois en France. Pour toucher le RSA, il faut passer 9 mois en France. Vous allez harmoniser tout ça? Moi, je suis favorable. Encore une fois, je suis en train de travailler pour le coup cette mesure. Je suis favorable à tout harmoniser à 9 mois. Mais en tout cas, pour le minimum vieillesse, il y a un amendement qui est effectivement proposé auquel on donnera un avis favorable. Ça veut dire concrètement que vous allez donner aussi pouvoir à tous ces caisses d'allocation de vérifier, de fliquer les plus modestes pour vérifier qu'ils sont bien sur le sol français? C'est pas une question de fliquer. C'est une question que quand vous recevez des fonds de la solidarité nationale, il faut que vous soyez en droit de les recevoir. Et la majorité des gens, évidemment, sont en droit de les recevoir. Aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale, elles peuvent déjà vérifier un certain nombre de choses. Par exemple, les factures d'électricité, des opérations bancaires. On peut élargir. Moi, je souhaiterais aussi qu'on élargisse la possibilité, par exemple, que des caisses de sécurité sociale qui ont un doute sur le fait qu'une personne a bien résidé sur le sol français puissent accéder, par exemple, au fichier des passagers des compagnies aériennes, le fameux fichier PNR, pour regarder quand une personne a pris l'avion en direction de la France, quand est-ce qu'elle est partie, ce qui permettra de savoir plus clairement. De vérifier au jour le jour si vraiment il y a eu 9 mois, donc aujourd'hui 6 mois, demain 9 mois, si je vous comprends bien, sur le sol français. Ça veut dire concrètement, c'est quand même un peu une atteinte aux libertés, non? Vous savez, tout ça c'est très encadré. De vérifier quel jour vous avez pris l'avion, quel jour vous étiez en France, quel jour vous étiez ailleurs. Tout ça c'est très encadré. C'est ce que fait la Suisse, quoi. Ça se fera dans les conditions évidemment encadrées aujourd'hui de liberté publique. Il ne s'agit pas de dire qu'on va prendre le fichier des passagers des compagnies aériennes et regarder tous ce qu'ils reçoivent. Il s'agit de dire que quand vous avez des personnes pour lesquelles il y a un doute sur le fait qu'elles résident effectivement en France alors même qu'elles reçoivent des allocations, qu'on puisse accéder au fichier des passagers de compagnie aérienne pour vérifier ça. Ça veut dire que vous avez vérifié qu'il y avait en effet un grand nombre de fraudeurs? En tout cas, aujourd'hui, la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, qui verse l'essentiel des allocations familiales, estime qu'il y a une partie d'indus ou de fraude qu'il faut recouvrer. On fait beaucoup de progrès. L'an dernier, il y a eu une augmentation très forte de ce qu'on a recouvré. C'est aussi le cas sur l'assurance vieillesse et sur le minimum vieillesse. Parfois d'ailleurs, c'est des réseaux de fraudeurs étrangers qui captent les allocations des Français. Je vous donne un exemple sur l'allocation vieillesse. On a démantelé un réseau de faux RIB lituaniens qui avait capté plusieurs dizaines de millions d'euros d'allocations à la place des Français. C'est-à-dire des Français qui se sont fait avoir, qui ont cliqué quelque part et leur RIB sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait été remplacé par un RIB lituanien avec des réseaux qui captaient leurs allocations. Voilà, donc il faut lutter contre toutes ces fraudes. Voilà donc toutes les amendements, les évolutions que vous allez encore accorder à ce texte des réformes. Beaucoup de monde dans la rue hier, un record de mobilisation. Pour autant, la France n'était pas complètement à l'arrêt. Donc c'est quoi pour vous, verre à moitié plein, à moitié vide? Il y a eu une mobilisation réelle, une mobilisation du même ordre que celle qu'on a connue dans les précédentes journées de mobilisation. Effectivement, la France n'a pas été complètement à l'arrêt. Alors j'ai lu dans la presse aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Moi, je pense surtout que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Parce que vous avez beaucoup de Français qui aspirent à pouvoir aller travailler, déposer leurs enfants à l'école. Et c'est vrai que quand j'entends certaines déclarations de responsables syndicaux ou politiques qui appellent à mettre le pays à l'arrêt ou l'économie française à genoux, en réalité, c'est quand même les Français... Le pays à l'arrêt, ça c'est tous les syndicats ensemble. La France à genoux, c'est la CGT, l'économie française à genoux. Et je pense que ce qui serait à genoux, si on mettait l'économie française à genoux, c'est nos usines, c'est nos entreprises, c'est les salariés, c'est les travailleurs. À un moment en plus, on a plutôt des bonnes nouvelles sur le front économique. Qu'il y avait dans la rue, quand vous voyez d'ailleurs des manifestations qui se passent globalement dans le calme et qui se passent dans toute la France, à un moment, ça vous fait pas douter? En tout cas, évidemment que ça doit nous conduire à continuer à être au contact, à échanger, à travailler avec les organisations syndicales et les parlementaires. Qu'on soit bien clair, Apolline de Malherbe, il y a des Français
qui s'opposent à cette réforme, qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Il y a une majorité de Français qui s'opposent. Et il y a des Français qui manifestent pour dire leur opposition à cette réforme. Et c'est leur droit le plus légitime. Et c'est un droit constitutionnel. Mais vous avez vous-même indiqué tout à l'heure que la réforme avait évolué, qu'on avait accepté un certain nombre de mesures. Moi, je rappelle que quand Emmanuel Macron a proposé cette réforme dans la campagne présidentielle, on était à 65 ans. On n'avait pas de revalorisation des petites pensions pour les retraités actuels. Mais on a évolué, on est à 64 ans. On a fait des gages aussi sur les carrières longues. Et les syndicats, alors certes, dans leurs expressions, on sent bien que là, ils ont été trop loin à vos yeux avec cette expression d'une économie à genoux. Enfin, ils ont appelé à manifester dans le calme. Pour l'instant, ils ont parfaitement contrôler et respecter cette injonction, et il demande à être reçu par Emmanuel Macron en urgence pour qu'il retire sa réforme. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique. Voilà ce que dit l'intersyndicale. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas effectivement qu'il y ait une rencontre avec Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu des rencontres. Est-ce que c'est pas le temps? Il y a eu des rencontres entre les syndicats et le président de la République. Mois de juin dernier, il a proposé à tous les syndicats. Ils sont tous venus d'ailleurs, je crois, à l'exception de la CGT. Il y a eu depuis plusieurs réunions dans le cadre de ce qu'on appelle le CNR, auquel la CFDT s'est rendue. Aujourd'hui, on est dans le débat parlementaire. Moi, ce dont je suis certain, c'est que si aujourd'hui, là, le président de la République recevait les syndicats, vous trouveriez les oppositions pour dire, regardez, il interfère avec le temps du Parlement, il fait de l'ingérence dans le processus parlementaire. Le texte est en train d'être examiné par les parlementaires au Sénat. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais encore une fois, moi je le dis simplement, évidemment que c'est légitime de s'opposer à une réforme et de manifester. Évidemment que c'est légitime de dire qu'on n'est pas d'accord avec une réforme. Mais regardons aussi, je termine par là, regardons aussi l'économie française aujourd'hui. On a eu la semaine dernière les chiffres sur l'industrie, Apolline de Malherbe. L'an dernier, il n'y a jamais eu aussi peu de délocalisation dans notre pays depuis 15 ans. On a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. 70 usines qui ont ouvert en net l'an dernier en France, qui ont créé 40 000 emplois dans l'industrie. Pendant des années, on a détruit des emplois dans l'industrie. On en recrée enfin. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. En quoi ça empêche Emmanuel Macron de recevoir les organisations syndicales? C'est pour dire que quand on appelle à mettre l'économie française à genoux, on appelle de facto aussi à ce qui est des mauvaises nouvelles pour notre économie, alors même qu'elle redémarre, alors même que notre industrie redémarre, qu'on a 800 000 jeunes en apprentissage l'an dernier. Le petit couplet de votre successeur au poste de porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a laissé entendre que la sécheresse, les 7 plaies d'Égypte allaient s'abattre sur la France. Ce que je vous dis de manière très claire, c'est que quand on dit il faut mettre l'économie française à genoux, ça a un sens. À un moment où notre économie se redresse enfin, et notamment notre industrie. Et qu'on peut se mobiliser contre une réforme, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec une réforme, on peut manifester, mais appeler à mettre l'économie française à genoux alors même qu'elle redémarre et qu'on est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers, qu'on a eu 800 000 jeunes en apprentissage l'an dernier, il y en avait moins de 300 000 quand Emmanuel Macron a été élu, je pense que c'est aussi dommage pour les Français qui travaillent. Alors, je voudrais qu'on en vienne à ce qui s'est passé effectivement à l'Assemblée nationale. Du côté des députés Renaissance qui vont devoir voter le doigt sur la couture du pantalon le texte, et puis dans les rangs des ministres, malgré tout, ce qui s'est passé hier, je voudrais qu'on écoute cet échange lunaire au sein de l'hémicycle. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame... Qu'est-ce que vous avez à raconter à ça? C'est-à-dire que je me dis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire que quand c'est pas les uns, c'est les autres. Là, c'est le ministre, des bras d'honneur dans l'hémicycle. D'abord, vous auriez pu passer la fin de l'extrait où il explique qu'il a évidemment pas fait de bras d'honneur à un député, mais il a mimé un bras d'honneur à la présomption d'innocence après qu'un député l'ait attaqué personnellement sur sa présomption d'innocence. Vous la trouvez crédible, cette explication-là? Je le crois. Ça ne veut pas dire que je considère que c'est bien ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire que je considère pas que c'est une erreur et que ça a été excessif. Mais enfin, je crois Éric Dupond-Moretti quand il dit que c'était pas adressé à un parlementaire en particulier. C'était quoi? C'était un bras d'honneur de rage? Dans ces cas-là. Il a été attaqué personnellement sur la question de la présomption d'innocence par un député. En tout cas, il l'a vécu comme tel. Et il a dit, en fait, ce que vous faites, et il l'a mimé, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Encore une fois, je suis pas là à excuser, à dire que c'est pas grave, que c'est pas une erreur. Et par ailleurs, il y a un autre extrait que vous aurez pu diffuser, celui aussi
où il présente ses plus plates mais excuses. c'est bien longtemps après. Il y a eu suspension de séance. Il a fallu que Yael Braun-Pivet, qui l'a reconnu ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, aille le voir et aille le convaincre que ce qu'il avait fait était vraiment grave et qu'il faille qu'il s'excuse. C'est quelqu'un d'entier, Éric Dupond-Moretti, qui a réagi à un moment où il s'est senti attaqué et visé personnellement. Il s'est excusé et il a par ailleurs bien expliqué les choses sur le fait que ça visait évidemment pas un parlementaire. Et j'imagine que vous comprenez aussi que dans le contexte, quand on a Gérald Darmanin qui a visé LFI en disant qu'ils allaient bordéliser le pays, quand effectivement il y a en permanence des suspensions de séance, des agitations, le fait que le ministre de la Justice lui-même en provoque une, quand même assez... dommageable. Mais je viens de vous dire, honnêtement, évidemment, ce type d'incident s'en passerait. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire autre chose. Maintenant, je pense qu'il s'est expliqué, il s'est excusé. Et donc, on peut justement passer à autre chose. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on démarre en parlant du fond, parce que je pense que les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est avant tout sur le fond, sur la question des retraites, sur la question de l'inflation et sur toutes les questions qui les préoccupent au quotidien, qu'ils attendent des réponses. À l'Assemblée, justement, dans cet hémicycle, il y aura l'examen retour de la réforme des retraites. Et on a appris hier que les députés Renaissance qui voteront, Renaissance c'est le groupe Emmanuel Macron, les députés Renaissance qui voteront contre le texte ou qui s'abstiendraient seraient exclus du groupe parlementaire. D'abord, moi, je ne suis pas au courant de ça. Moi, je ne suis pas membre du groupe parlementaire. Je suis dans l'exécutif au gouvernement. Ensuite, moi, j'ai pas de doute. Vous êtes membre de la majorité. Oui, mais je n'ai pas de doute sur le fait que les députés voteront la réforme des retraites. J'ai été élu député en 2022. J'ai fait campagne, comme tous les députés Renaissance. J'ai fait campagne sur quoi? C'est une erreur alors de les menacer comme ça? Vous vous désolidarisez de cette idée de menacer j'ai pas vu de déclaration les députés officielle. J'ai vu des trucs racontés dans la presse. J'ai pas vu de déclaration officielle sur le sujet. Mais donc, en tout cas, pour vous, ça n'existe pas. Cette injonction n'existe pas. Mais tout simplement parce que j'ai fait campagne comme député en 2022, que les députés Renaissance aussi, qu'on a fait campagne sur le programme d'Emmanuel Macron et notamment sur la réforme des retraites qui à l'époque était à 65 ans et non pas à 64. Évidemment que ça a été difficile. Évidemment que vous avez des gens qui venaient me voir sur les marchés, sur le terrain, ici les Moulineaux, à Vanves, à Boulogne, à Meudon, en me disant je suis pas d'accord avec cette réforme. On a assumé de porter cette réforme. Et donc il y a une forme de logique, évidemment, à assumer de la voter une fois qu'elle arrive dans l'hémicycle. Mais le fait de laisser entendre, parce que ça n'a pas été démenti par le groupe Renaissance, de laisser entendre que les députés qui pourraient être tentés au minimum de s'abstenir seraient exclus du groupe, ça laisse croire au minimum une fébrilité ou en tout cas une crainte que certains manquent à l'appel. Je vais vous dire, moi je ne me place même pas dans cette optique-là. Parce que, encore une fois, quand on a fait campagne sur son nom au moment des élections législatives, en portant ce projet de réforme qui doit permettre, je le dis, à payer les pensions de retraite de 20 millions de retraités bientôt, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui s'il n'y a pas de réforme. C'est de toute façon naturel et logique de voter la réforme des retraites qui, en plus, a évolué. On est passé de 75 à 64 ans. Il y a 4 Français sur 10 qui partiront bien avant 64 ans. On revalorise les petites pensions aussi pour les retraités actuels. Il y a plutôt plus de raisons encore de la voter aujourd'hui qu'à l'époque du point de vue de ceux qui considèrent qu'elle était trop dure. Gabriel Attal, vous êtes le ministre des Comptes publics. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'inflation et de la lutte contre l'inflation et contre la hausse des prix. Il y aura ce trimestre anti-inflation avec ce panier en quelque sorte, en tout cas ces produits signalés par une cocarde tricolore, des produits sur lesquels la grande distribution est appelée à faire un effort et à baisser ses marges. Ça ne passera donc pas par une baisse de vos revenus, enfin des revenus de l'État. Ça ne passera pas par une baisse des taxes, par exemple, de la TVA. Vous êtes soulagé que la grande distrib fasse le job à votre place ? C'est pas ça. Moi, j'avais appelé à ce que la grande distribution fasse un effort sur ses marges et c'est ce qu'elle a annoncé. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de marge en moins pour la grande distribution, mais surtout en moins, c'est surtout des prix en moins sur le ticket de caisse des Français qui vont faire leurs courses. Et moi, je vais vous dire ce que je trouve aussi positif avec cette mesure, c'est que ça concerne tout le monde. Y compris... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même les riches vont pouvoir acheter des produits pas chers. En tout cas, y compris des classes moyennes, des gens qui travaillent et qui souvent ont l'impression qu'ils sont trop riches pour être aidés quand il y a des chèques, quand il y a des aides, et pas assez riches pour s'en sortir tout seul. C'est la fin de la logique des chèques pour vous? En tout cas, je trouve ça mieux que des chèques qui accompagnent des Français. Cher, c'est sûr. Mais indépendamment de ça, je vais vous dire, indépendamment du budget. Les chèques, les soutiens ciblés, ça accompagne des Français, certes, qui en ont besoin parce qu'ils sont en difficulté, mais vous avez des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui travaillent dur, qui s'en sortent pas forcément tout seuls et qui parfois passent à côté de ces dispositifs. Tous les Français bénéficient du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Tous les Français en ce moment devraient voir normalement leur facture d'électricité augmenter de 120%. Ça sera que 15% puisque on prend en charge le reste pour tout le monde. Mais quand il y a des dispositifs ciblés... L'idée qu'il puisse y avoir en plus de cette mesure-là des chèques alimentaires, Bruno Le Maire a laissé entendre que ça pourrait être le cas, des chèques alimentaires pour les plus modestes, ce serait encore un chèque finalement. Mais il faut voir par quoi ça passe. Moi, par exemple, je suis assez favorable, c'est ce qu'on a fait là en 2023, à ce qu'on augmente notre soutien aux banques alimentaires.
qui viennent en soutien des plus démunis, de ceux qui ne peuvent vraiment pas aujourd'hui se nourrir leurs enfants. On a augmenté de 60 millions d'euros le soutien aux associations, aux banques alimentaires qui connaissent leurs bénéficiaires, qui savent comment les accompagner. Moi, je pense que cette logique-là, évidemment, il faut la maintenir. C'est aussi un devoir de solidarité. Mais encore une fois, quand il peut y avoir des mesures, comme c'est le cas aujourd'hui, qui concernent tout le monde, y compris des gens qui travaillent, de la classe moyenne, qui souvent, quand il y a des chèques et des dispositifs ciblés, n'en voient pas la couleur pour eux, je trouve ça positif. Il n'y aura pas d'effet de seuil, quoi. Non, il n'y aura pas d'effet de seuil parce que par définition, tout le monde pourra en bénéficier. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, les prix dans les rayons, j'en parlerai demain matin puisque à votre place et à ce même micro, ce sera le tout nouveau patron du groupement des mousquetaires, le patron des magasins Intermarché. Gabriel Attal, merci d'avoir répondu à mes questions.